grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Journée des consommateurs entre droits et devoirs, c'est le thème du grand dialogue de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les consommateurs ont des droits fondamentaux, notamment le droit d'accès à l'information, de rétractation, de protection des données personnelles, de non-discrimination et de recours effectif. Les consommateurs maliens se réjouissent-ils de ces droits? Le monde célébrera le 15 mars la journée mondiale des droits des consommateurs sur le thème « Une transition juste vers un mode de vie durable ». Cette célébration intervient alors que des voix s'élèvent contre la taxation des frais de communication téléphonique et de retrait mobile monnaie. Que disent les organisations de défense des consommateurs à ce sujet? Studio Tamani ouvre le débat avec nos invités. Dr Oumar Traoré, vice-président du regroupement pour la défense des consommateurs du Mali, Redecoma. Dr Seydou Kanté, spécialiste en droit universitaire. Dr Abdoulaye Ntigui Konaré, économiste à l'Université de sciences sociales et de gestion de Bamako. À la présentation, je suis Imrana Kilomaïga. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Chaque année, le 15 mars est dédié à la journée mondiale des droits des consommateurs. Oumar Traoré, que représente cette journée pour les consommateurs? Merci, M. Baïga. Bonjour à mes co-débatteurs. Je suis très ravi d'être avec des spécialistes avec lesquels on va pouvoir fournir beaucoup d'informations aujourd'hui par rapport à la problématique de la consommation et des droits des consommateurs. La journée mondiale des droits des consommateurs, 15 mars, est consacrée par l'ONU comme étant une journée significative qui doit prendre en compte sur tous les territoires membres de l'ONU, de prendre en compte vraiment ces droits fondamentaux des consommateurs dans les politiques et également dans toutes les actions de gouvernance au niveau des pays. Donc il s'agit vraiment de commémorer cette fête durant tout le mois pour essayer de mettre en relief des problématiques brûlantes de l'ère. Et cette année, le thème qui a été choisi est celui d'une transition juste vers des modes de vie durables. Donc nous allons en parler davantage au cours de ce débat. Concrètement, qu'est-ce qui est prévu au cours de cette journée? Alors, cette journée, cette commémoration, disons, elle a déjà commencé depuis le 10, ça s'étend jusqu'au 15 et même au-delà, disons, parce qu'il y a des activités qui sont prévues à travers le monde. Et au niveau des CII, qui est Consumer International, ou si vous voulez, l'Organisation internationale des consommateurs, il y a beaucoup d'activités. Déjà, on a commencé les webinaires depuis le 10, et donc sur les thématiques pour renforcer les capacités des organisations, afin qu'ils puissent vraiment diffuser largement les informations sur la thématique. Donc nous sommes à ce niveau et le 15 c'est un samedi, mais nous avons déjà commencé ici au Mali avec cette émission bien sûr. Donc nous comptons vraiment profiter de ce plateau pour pouvoir vraiment informer davantage sur la thématique retenue cette année. Vous avez dit que la journée a commencé depuis le 10 mars. Est-ce à dire que cette journée est connue simplement par les organisateurs ou bien c'est connu par tous les consommateurs? Oui, il s'agit vraiment, disons, des préparatifs au niveau des organisations pour qu'elles puissent justement se préparer à mieux mener les activités qui ont été initiées au niveau de leur localité. Donc chaque pays est quand même libre de choisir les activités qui vont être menées. Donc le 15 mars, journée proprement dite des droits des consommateurs. Et ça peut être une conférence de presse, ça peut être... Mais au Mali, concrètement, qu'est-ce qui est prévu? Ce que nous avons prévu, nous avons évidemment un calendrier. Nous avons prévu d'abord, il y a cette émission que nous avons sollicité de votre bienveillance pour pouvoir discuter avec des universitaires. Mais nous avons aussi des communiqués à faire diffuser
des communiqués, parce que chaque année, nous faisons des communiqués dans le cadre de la commémoration de cette journée. Et ce communiqué est un communiqué qui est un peu standardisé parce que le modèle est envoyé par l'CII, l'Organisation internationale des consommateurs, et que chaque pays doit maintenant adapter à sa situation concrète. D'accord. Alors, la journée mondiale des consommateurs, est-ce que cette journée est connue des consommateurs maliens que nous sommes, que vous êtes? Bonsoir tout le monde. Je me réjouis une fois de plus de me retrouver avec M. Maïga sur la même table, avec des co-débatteurs que je connais. J'ai un mentor, le professeur Traoré, qui est un grand frère, quelqu'un qui nous a tous coachés. Dieu nous a donné la chance, on est devenus encore des collègues. J'intervenais avec lui à l'Institut national de force des travailleurs sociaux, qui a beaucoup fait sur ce pays, dans ce pays, pour ce pays et pour les jeunes de ce pays. Et si je le vois défendre aussi les consommateurs, ça a toujours été son leitmotiv. Je suis très heureux aussi de retrouver mon collègue de l'AESEC, le docteur Omar, qui est mon voisin direct, parce qu'il est à la faculté de droit privé et le rectorat de l'université des sciences juridiques. C'est naturellement qu'on est des voisins, nous sommes tous des universitaires. Effectivement, pour répondre à la question, c'est une journée qui est peut-être connue dans le monde des universitaires, mais pas très peut-être au niveau de la population. Peut-être, qui dit consommateur, moi je retiens deux mots. Dès que l'on parle de consommateur, c'est une défense des droits des faibles à l'égard des professionnels. Et en général, pour maîtriser le monde, c'est les professionnels qui ont la même mise. Souvent, le consommateur, on fait de telle sorte qu'il ne reconnaît pas son droit, qu'il ne connaît pas son droit, qu'il puisse revendiquer son droit. Son statut fait de telle sorte que souvent, il est un peu compliqué de dire qu'un consommateur a des droits qu'il faut réclamer au niveau des professionnels, ainsi de suite. Donc c'est une journée, pour répondre à la question, qui est connue peut-être dans le monde universitaire, dans le monde des intellectuels de haut niveau, mais quand on interroge la majeure partie des populations, souvent c'est pas très connu. Mais est-ce que ces consommateurs sont-ils satisfaits de leurs droits en matière d'information, de logement, d'électricité, d'eau, de santé, d'accès notamment à des denrées alimentaires? Alors, si vous m'envoyez cette question, je vais venir à la définition prévue par la loi du 2015-036 de 2015. Ce n'est qu'en 2015 qu'on a commencé à encadrer réellement le consommateur, qui il est. Cette loi le définit à son article 3 comme étant toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial. Donc, si ce n'est qu'une loi de 2015 qu'on a commencé même à encadrer sérieusement au Mali, cela veut dire que, naturellement, ce consommateur a du chemin encore à faire. Est-ce que ses droits sont défendus? Je vais être très nuancé. Je vais dire d'abord non. On n'est pas suffisamment protégé en tant que consommateur parce que souvent, on fait de telle sorte que notre avis n'est pas demandé. Là, je parle en tant que consommateur. Mais, puisqu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, l'on va dire qu'il y a une loi qui protège le consommateur. Mais est-ce que cette loi est connue? Est-ce que le consommateur se considère comme étant suffisamment protégé? Là, je dirais plus en tant que consommateur, non. Oui, mais parce qu'il y a une loi qui l'encadre. D'accord. Docteur Konaré, pour prétendre à ce que ce droit soit satisfait, ne faut-il pas d'abord jouer ses devoirs vis-à-vis de sa nation? D'accord, merci beaucoup, M. Maïga. Bonjour aux téléspectateurs et auditeurs du studio Tamani. Bonjour à mes co-débatteurs, Dr Seydou Kanté et Dr Oumar Traoré. Donc c'est un réel plaisir de partager cette table avec vous par rapport à un sujet assez sensible. Donc, comme vous l'avez si bien dit, avant de pouvoir demander à avoir des droits
par rapport à la consommation, il faut d'abord participer à la vie économique du pays et faire en sorte qu'on puisse consommer et dans la légalité. Mais j'aimerais un peu reparler de cette journée, si vous me le permettez. Allez-y. Par rapport à son organisation et par rapport à sa méconnaissance même du public. Je pense que les associations qui sont chargées de mener la vie des consommateurs ou bien pouvoir protéger les consommateurs ou défendre les consommateurs doivent mettre beaucoup plus l'accent sur des actions pratiques qu'on peut voir au quotidien. Parce que si on se réfère un peu à notre situation, le consommateur se sent un peu délaissé à lui-même. Donc même si vous avez par exemple des réclamations à faire, difficile de trouver une oreille qui va vous écouter. Je pense que ces associations-là devraient plus jouer sur la sensibilisation pour être plus connues du public et faire en sorte que les gens puissent savoir venir vers eux lorsqu'ils ont des difficultés. Donc ça, c'est mon avis par rapport à cela. Et je pense que, comme vous l'avez si bien dit, c'est tout à fait normal qu'on puisse d'abord faire ce qu'on nous demande de faire en tant que consommateur avant de pouvoir réclamer. D'accord. Alors, quelles sont selon vous les violations dont les consommateurs font l'objet ? Quand vous dites que, comme on appelle, il faut que les organisations fassent des actions pratiques au quotidien, notamment en sensibilisant. Par rapport à cette question, en tant que consommateur, c'est deux choses qu'on demande le plus souvent. Je parle en tant que consommateur. C'est le produit qu'on nous propose doit être d'abord un produit qui répond à nos attentes et un produit également dont le prix est proportionnel par rapport à l'utilité que ça nous procure. Et assez souvent, nous avons beaucoup de produits qui ne répondent pas à la norme sur le marché et qu'on côtoie au quotidien. Par exemple, il peut y avoir des produits même dont les dates de péremption sont très proches. Et pourtant, on nous vend ça sur le marché sans pour autant qu'on puisse le savoir. Et des fois, quand on le sait, on se plaint, mais il n'y a pas grand-chose derrière. Par rapport au prix également, vous voyez que la majeure partie des prix qui sont fixés sur le marché ne doit pas être... l'augmentation des prix sur le plan économique doit être toujours justifiée. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, vous lever et dire que mon produit, il est de 10 000 francs, mais aujourd'hui, je le mets à 15 000. Sur ce plan-là, vous devez pouvoir avoir des phénomènes qui sont passés ou des chocs qui peuvent justifier l'augmentation généralisée ou bien l'augmentation de ces prix. Vous avez également même les conditions dans lesquelles les produits nous sont distribués. Je ne veux pas toucher des secteurs pour ne pas froisser certains, mais sur le plan alimentaire, par exemple, il y a beaucoup de produits aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est obligé de consommer parce que, faute peut-être du nombre de distributeurs, peut-être il y a moins de distributeurs, on est obligé de faire avec. Mais si on a ces droits-là, et on a quelqu'un pour défendre ces droits, et quelqu'un existe, mais on a du mal à avoir accès à eux. Et on a du mal à pouvoir voir leur action à partir de tout ce qui a été fait. Et la dernière situation, peut-être on va en revenir, qui se passe actuellement au Mali, ces mêmes défendeurs des consommateurs ont levé la voix, mais est-ce que ça a eu un impact véritable sur la décision et est-ce que ça a été pris en compte? Ce sont des questions à poser. D'accord. Docteur Traoré, docteur Seydou Kanté parlait tout à l'heure, il disait que les droits des consommateurs ne sont pas défendus. L'autre là aussi, Konaré disait aussi qu'il faut quand même que les organisations soient pragmatiques, que les actions pratiques au quotidien soient organisées à sensibiliser les populations. Qu'est-ce qui handicape vos organisations à mieux défendre ou à ne pas défendre les droits des consommateurs? Merci. Alors, par rapport au premier aspect de votre question, les droits des consommateurs, j'ai l'habitude de dire nous en avons 8 droits fondamentaux.
Cela ne veut pas dire que ça se limite à ça. Et peut-être j'aurais dû apporter la liste que j'ai souvent avec moi pour distribuer d'ailleurs au cours de mes déplacements, mais je peux les rappeler brièvement. Et donc ces 8 droits, nous travaillons sur la base donc, des objectifs fixés à partir de ces 8 droits. Lequel? Si je prends par exemple le premier droit, le droit à la satisfaction des besoins essentiels. Nous avons droit à ça. Toute la population, tous les consommateurs. Les biens essentiels sont cités. Ils sont cités, ils sont nombreux. Il s'agit de quoi? L'alimentation, la fourniture en alimentation. Il s'agit de quoi? De l'énergie. Il s'agit de l'habitat. Il s'agit des transports. Il s'agit donc du droit à l'information, etc., etc. Donc, ce sont des droits qui se posent à nous tous les jours et à partir desquels nous essayons de travailler pour aller vers les consommateurs, pour la satisfaction de leurs besoins. Et ces droits, comment nous arrivons à défendre ces droits? C'est avec nos matériels de travail qui sont l'information, la sensibilisation, l'éducation et le plaidoyer. C'est ce que nous faisons. Et dit en passant, il y a un autre droit que je vais citer ici, c'est le droit à la représentation. Vous savez, dans tout ce qui se fait dans ce pays-là, au niveau donc d'offres de services ou de produits, alors les consommateurs doivent être entendus. C'est ça le droit à la représentation qui est reconnu sur le plan international. Ce droit, c'est quoi? C'est que nous retrouvons aujourd'hui dans des rencontres au niveau des structures de l'État, au niveau des conseils d'administration, où nous représentons les consommateurs pour prendre en compte ces intérêts des consommateurs. C'est là où nous agissons aussi, peut-être à l'ombre et avec nos plaidoyers. Et souvent, on arrive à avoir des résultats que les gens ne savent pas tout de suite. Donc, nous travaillons sur la base de ces différents droits-là. Le droit à un environnement sain. Nous sommes avec la thématique de cette année, parce que le développement durable, c'est ça aussi un de nos objectifs, un de nos droits que nous réclamons. Donc ça, c'est ce que je peux dire par rapport à cet aspect-là. Nous agissons, par rapport au deuxième aspect de la question, nous menons des actions aussi. Peut-être qu'avec nos moyens, nous n'arrivons pas peut-être à assurer une couverture très large en termes d'information, donc par rapport à ces activités que nous menons. Cela se comprend. Nous sommes des organisations bénévoles. Il y a toujours ce qu'on peut appeler une certaine asymétrie des moyens. Nous travaillons pour pouvoir être des interfaces entre les consommateurs, les structures, les fournisseurs, etc. Mais il se trouve qu'ils ont plus de moyens que nous en termes de communication. Donc, pour cela, nous sommes très limités pour pouvoir vraiment avoir des résultats de grande envergure comme ça. Mais ces actions, nous les menons au quotidien. Nous avons mené beaucoup de projets dans ce pays-là. Et ça se passe sur les médias, dans les journaux, les télés, etc. Donc, je peux en citer beaucoup. Depuis les années 2006, nous sommes sur beaucoup de projets. On a mené des projets dans les écoles fondamentales du district de Bamako, par exemple par rapport à la malbouffe, par rapport à la sécurité sanitaire des aliments qui sont vendus au niveau de ces écoles-là. Mais là, quand on le fait, c'est avec des spécialistes qu'on invite, des structures étatiques de santé, avec des académies, etc. Donc, nous menons ces activités-là sur le financement des CAI, parce que chaque année, il y a un fonds qui est là à la disposition des associations de consommateurs pour conquérir avec des projets. C'est des projets qui sont financés par CAI selon donc, vraiment la pertinence de votre projet. On n'est pas retenu toutes les années. Donc, c'est à partir de là que nous menons des actions de ce genre. Cette année, nous sommes sur un projet encore qui est ce que nous appelons la campagne d'information, de sensibilisation, d'éducation des vendeurs et vendeuses, des gargotières et des consommateurs aussi sur la sécurité sanitaire des aliments vendus dans les rues. Donc ça aussi, nous sommes là-dessus depuis
bientôt une année, avec un accompagnement des experts de l'ANSA, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, du ministère de la Santé. Donc, ces actions sont menées au quotidien. Nous avons mené des actions avec les maraîchers de Bamako. Il y a quelques années, dans le cadre d'un autre projet qu'on appelle le Fonds vert, hein, un projet de 2 mois où nous avons fait la sensibilisation sur l'utilisation des pesticides, hein, donc au niveau du maraîchage. Mais je vous assure, ces actions ont porté souvent, il y a eu des impacts. Des maraîchers nous sont revenus pour dire qu'ils ont tenté des recettes qui ont été enseignées au cours des rencontres en ce qui concerne l'agriculture biologique et que ça a marché. Ils nous ont invités à aller voir même des résultats. Bon, on travaille comme ça, hein, et ce n'est pas toujours sûr de tout le monde à cause justement de la faiblesse de nos moyens. Et les mois de Ramadan, c'est cette année encore seulement qu'on n'a rien fait. À l'approche de chaque mois de Ramadan, nous faisons des communiqués pour alerter le ministère du Commerce sur l'accessibilité des produits de première nécessité et l'abordabilité, les prix également. Mais cette année, nous avons été conviés à une réunion avec le ministre de l'Industrie et du Commerce qui nous a présenté un plan d'action du gouvernement suite à la lettre de cadrage du président de la transition. Et donc, pour qu'on partage vraiment les objectifs qui sont quand même fixés cette année par rapport à l'accès des produits de première nécessité. Je profite de l'occasion pour rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs que nous avons sollicité la présence de la Direction générale du commerce et de la concurrence de la consommation, mais nos tentatives sont restées vaines. Pendant ce temps, que disent les textes lorsque l'État ou le consommateur n'arrive pas à défendre concrètement les droits des consommateurs? Merci. Moi, j'ai la chair de poule quand j'entends le professeur Traoré parler. Logiquement, l'on ne doit pas être dans cette situation. Ce n'est pas seulement aux associations qui, sous forme de bénévolat, assistent aux consommateurs. Parce que chaque citoyen, que ce soit une personne physique ou morale, est d'abord consommateur. Ça doit être un état d'esprit. Mais quand j'ai parcouru les lois du Mali, la loi même qui nous protège en matière civile, c'est le régime général des obligations, qui ne protège pas suffisamment les consommateurs. En cas de relation que j'ai appelée l'homme de métier spécialiste et le consommateur, il le trompe sans difficulté. Il faut obligatoirement revoir les dispositions qui n'annulent un contrat que lorsqu'il y a dol. Le dol veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a amené l'autre pour le tromper avant d'avoir son consentement. Ici, moi, j'ai comme l'impression que souvent, on laisse ces associations faire le bénévolat. Ça doit dépasser ça. D'abord, c'est le spécialiste qui doit se dire, moi, j'ai comme interlocuteur les êtres humains. Le principe, c'est d'abord d'accompagner même les associations des consommateurs, les donner les moyens de vérifier que ce qu'ils donnent, c'est de la qualité. Le rapport consommateur-spécialiste. Moi, je demande d'abord une volonté politique. Il y en a. Mais il faut que même l'État soit accompagné par ces structures spécialisées qui se sont fixées comme objectif d'être au service des consommateurs. Vous avez entendu les notions de responsabilité sociétale des entreprises, les comportements qui peuvent causer à autrui un dommage. Effectivement, il y a ces batteries de sanctions qui existent dans la loi. Mais est-ce que ça doit être seulement la répression? Moi, à mon avis, ça doit être un état d'esprit. Être conscient que nous devons accompagner d'abord le consommateur, que ce soit le spécialiste vendeur, l'État, les citoyens. Le docteur Oumar a touché à un mot. D'abord, je répète ce que le président américain disait, au lieu de se poser la question de qu'est-ce qu'on a fait pour moi, il faut d'abord se demander qu'est-ce que moi j'ai fait. S'acquitter de ses droits, de ses obligations. Mais le consommateur, son accompagnement doit être un principe général.
un état d'esprit, une synergie d'action. Oui, pendant ce temps, les autorités de la transition ont décidé de taxer les consommateurs et mis en vigueur une décision sur les frais de communication, d'achat d'Internet, de retrait mobile. Est-ce que la mesure a-t-elle respecté la législation selon vous? Bon, sur ce point, moi, en tant que consommateur, j'ai vu un jour un message sur mon téléphone mettant en place cette mesure qui, effectivement, permet, on a dit, de soutien aux actions, des investissements et autres. Mais est-ce que l'association des consommateurs a été impliquée? Est-ce que ça a été concerté? Je ne sais pas. Mais en principe, moi, j'allais renverser la tendance. Pourquoi seulement le consommateur? Nous savions aujourd'hui que la communication est aujourd'hui un secteur très, très lucratif. Pour aller vite, il fallait aussi ajouter des sanctions, des taxes, c'est-à-dire sur le spécialiste là-bas. Ça revient à ce que je dis. Moi, consommateur, je dis, voici l'action gouvernementale, l'action citoyenne. Je suis d'accord. Mais et l'autre qui est spécialiste? Il faut aussi penser du côté de celui qui consomme tout ce qui est produit entre les mains des consommateurs. J'aurais aimé que l'on ouvre l'extension vers le spécialiste, que les sociétés de télécommunications qui bénéficient, qui ont des chiffres d'affaires incalculables, qui se mesurent à des coûts de milliards, qu'on taxe aussi ce secteur pour que nous puissions au moins revoir l'équilibre. D'accord. Voilà. Moi, à mon avis, il faut vraiment revoir la sanction en ouvrant aussi vers l'autre côté. C'est là où ça serait encore plus équilibré. Docteur Konari, quel est donc le poids économique de ces transactions sur les consommateurs dont certains vivent de jour en jour? Donc, permettez-moi, avant d'aborder cette question, d'éclaircir un petit point évoqué par le docteur Seydou Kanté. Les opérateurs téléphoniques, je ne vous apprends rien, sont excessivement imposés au Mali. Et je vais vous dire quelles sont, par exemple, les taxes que ces opérateurs-là payent. Il y a déjà une redevance de régulation sectorielle qui est 1% du chiffre d'affaires. Il y a une taxe sur l'accès au réseau des télécommunications ouvert au trésor public, initialement de 5% et récemment porté à 7%. Il y a des frais de numérotation qui s'élèvent à 200 francs par numéro. Et il y a des fonds d'accès universel financés par une contribution de 2% du chiffre d'affaires. Donc, vu toute cette batterie de taxation, c'est peut-être ça qui a motivé l'État à pouvoir ne plus augmenter les charges de ces téléopérateurs pour pouvoir maintenant taxer un peu plus le consommateur. Maintenant, cette taxe, on est tous d'accord et la population aujourd'hui a du mal à pouvoir comprendre, mais il faut d'abord reprendre un peu les choses depuis le départ. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'État a du mal à pouvoir se financer. Parce que pour pouvoir financer une économie, il faut un financement soit extérieur ou interne. Donc le financement extérieur est très difficile à notre niveau. On a eu à faire des débats là-dessus. Donc on doit se retourner vers l'intérieur. Et de surcroît, sur des produits qui sont le plus consommés, où on est sûr de pouvoir percevoir la somme d'argent qu'on veut. Et il s'avère que le domaine de la télécommunication et surtout du mobile banking aujourd'hui sont des domaines que tous les Maliens utilisent au quotidien. Mais peut-être la façon de faire est un peu à déplorer parce que déjà, comme le docteur Kanté vient de le dire, la majeure partie des Maliens se sont levés un jour avec ces taxes. On nous a sensibilisés quelques jours ou quelques semaines à l'avance et en nous disant qu'il y aura une augmentation. Ça, c'est la loi qui l'autorise. Parce qu'aujourd'hui, normalement... Est-ce que selon vous, l'approche a été bonne? L'approche n'a pas été... Bon, pour moi, en tant que consommateur,
ce n'est pas la bonne approche. Mais on se rappelle que l'État s'est donné les moyens de prendre des ordonnances et que ça ne passe plus au niveau du CNT pour pouvoir être adopté. L'ordonnance peut lui permettre de pouvoir soulever des fonds très rapidement. Et dans un pays, lorsque vous avez des difficultés, il est tout à fait légitime de pouvoir faire des impositions et pour pouvoir attirer des fonds. Mais peut-être que nous, de façon brusque, la manière dont ça a été fait, ça peut choquer, ça peut mettre le consommateur mal à l'aise, mais ça c'est fait pour des objectifs que ce gouvernement s'est fixé et veut mettre en pratique, et peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps peut-être de sensibiliser au maximum les populations vu l'urgence de la situation. Et je pense que c'est peut-être là où ils ont le plus fauté et qu'ils devaient au moins prendre le temps de sensibiliser les populations. Par rapport aux effets de cette augmentation des prix, ceci peut avoir un effet contraire. Parce que ça peut ralentir même certaines pratiques chez le consommateur. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, vu les frais qui sont assez faibles, qui étaient assez abordables pour le consommateur, on arrivait à pouvoir faire des transactions, surtout dans les zones rurales où l'accès aux banques sont très, très limités. Donc, on pouvait faire des transactions dans la ville sans pour autant se déplacer avec de l'argent, sans pour autant avoir beaucoup de tracasseries. Mais aujourd'hui, vu que les frais deviennent beaucoup plus élevés, est-ce que celui qui se trouve dans une zone rurale avec une somme d'argent forte à envoyer, est-ce qu'il serait toujours tenté à faire la transaction par mobile banking? Est-ce que ceci ne va pas faire en sorte que les taxes même qu'on perçoit, les opérateurs en question, est-ce que ceux-là même ne vont pas avoir plus du mal à pouvoir faire leur activité? Il y a également le fait que cette taxation puisse freiner également l'inclusion financière. Aujourd'hui, on a du mal à retracer surtout les transactions au Mali, vu qu'on est dans un pays où 70 à 80% de nos activités sont dans l'informel. Mais avec ces transactions mobiles, on avait des traces. Ça nous permettait de pouvoir savoir quels fonds a transité de tel endroit à tel endroit, et ça permettait à l'État même de faire des contrôles. Mais est-ce qu'avec ces frais qui vont être aussi élevés pour le commun des consommateurs, est-ce que ceux-là ne vont pas pouvoir changer leurs habitudes de consommation et de transaction? Est-ce que l'économie informelle ne va pas encore prendre plus de poids que l'aspect formel? D'accord. Docteur Traoré, Kanté s'est posé tout de suite la question à savoir si les organisations de défense des droits des consommateurs étaient consultées par rapport à cette prise de décision. Est-ce que c'est le cas? Vous avez été consulté? Bien, merci. Avant de répondre à cette question, permettez-moi tout simplement de dire deux mots sur le sens, la signification même du thème de la Journée mondiale des consommateurs. C'est vrai que cette question, elle est d'actualité. Ça nous concerne au premier chef. Et je vais en revenir. Juste, je disais qu'un de nos droits, c'était un environnement sain. Et c'est pourquoi cette année, quand on parle de transition juste vers des modes de vie durables, nous sommes en période de transition aujourd'hui, transition écologique. Et c'est pourquoi alors il nous faut adopter des modes de vie en conséquence qui peuvent alors promouvoir le développement durable. Les modes de vie, c'est au niveau de l'alimentation, c'est au niveau de l'énergie. Adopter les services d'énergie propre, les produits d'énergie propre, je veux dire, aller vers le solaire, le mix énergétique. Tout ça, ça favorise justement ce développement durable. C'est aussi les plastiques, lutter contre les plastiques, etc. Donc, nous encourageons les gens vraiment à adopter ces modes de vie qui permettent vraiment de sauvegarder notre environnement et d'assurer un développement durable. Par rapport à la question des taxes qui ont été tout récemment décidées par le gouvernement sur les services de téléphonie, Internet, alors j'avoue que nous avons été conviés à la question. Nous avons impliqué, ce n'est pas le mot juste qu'il faut employer,
je vais peut-être vous raconter un peu quelle a été votre position. Voilà, partition par rapport à ça. Nous avons été conviés à une rencontre pour nous informer de cette décision éventuelle, en nous demandant un accompagnement de l'État compte tenu d'un contexte qu'on nous a présenté et qui peut, si on le répétait peut-être à grande échelle, qui peut vraiment susciter l'adhésion de tout Maliens. Parce que c'est une situation très, très difficile et qui nous concerne. Et vous avez adhéré sans analyser la situation, les conséquences d'après? Tout ça, on a dit, je vais en venir. J'ai dit le contexte, on nous a dit, mais nous sommes dans une situation de crise énergétique. C'est de cela qu'il s'agit. Et là, nous avons dit, mais c'est une réalité que nous vivons avec tous les effets collatéraux qui sont connus sur les consommateurs, les populations. Les revenus ont baissé, il y en a qui sont allés au chômage. Sur le plan sanitaire, il y a eu des conséquences graves. Et sur le plan universitaire et éducatif, et tout le monde sait cette réalité-là. On dit, mais cette fois-ci, c'est cette solution qui va nous permettre de régler temporairement vraiment la question de l'énergie. On aura de l'énergie. Et quand on a de l'énergie, qu'est-ce qui va se faire? Bien sûr, M. Konaré, économiste, ne va pas me démentir que quand même, les activités vont reprendre chez beaucoup de gens parce que vraiment, ça va être l'occasion de travailler pour avoir des revenus. Et donc, nous, compte tenu de tout cela, nous avons dit il y a un bien fondé qui est là. Il y a un acte de patriotisme qui doit être posé pour pouvoir aider l'État en difficulté pour résoudre un certain problème dans nos propres intérêts. Ce n'est pas pour les intérêts de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous avons dit, alors on peut y aller avec disons, la réalisation de cet objectif-là. Et on nous a expliqué un peu le contour de la décision, c'est-à-dire ça va être temporaire. Mais il y a une redevance que vous devez faire, notamment faire le compte rendu aux consommateurs. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez informé le consommateur qu'effectivement les autorités vont venir prendre une décision et que nous avons décidé à votre nom d'accepter? Voilà, ce que je peux dire par rapport à la démarche, comme il l'a dit tantôt, c'est peut-être vraiment, on est allé un peu trop vite, peut-être, parce que nous avons posé la question ce jour de la stratégie de communication à mettre en place. Et pour nous, il faut mettre ça en place, il faut aller à cette communication d'abord, informer largement avant toute prise de décision. D'accord. Mais nous sommes là-dessus tout le temps, parce que vraiment, c'est vraiment une œuvre qui va nous servir à nous tous. D'accord. Oui. Et une partie de la population, certes, n'est pas contre la mesure, mais estime que l'État ne donne pas l'exemple, notamment sur la réduction de trains de vie. N'est-ce pas le cas? Bon, moi, je ne fais pas partie de ceux qui sont contre la mesure. Peut-être pour un peu clarifier, je sais que les sociétés téléphoniques ont une batterie de charge, mais quand on revoit, c'est une décision pour le Mali. Donc je ne pense pas qu'il faut, même s'il y a une batterie de sanctions, de taxes sur les sociétés de télécommunications, qu'il faut les épargner aussi par cette mesure. Moi, je voulais que ça soit accentué, que les deux parties supportent au fait. Parce que tout le monde connaît la situation du Mali. Nous sommes obligés de poser des actes pour notre patrie, pour sauver le Mali. Ça, c'est normal. Mais est-ce que cela ne doit pas commencer d'abord par les autorités, montrer l'exemple? Naturellement, si je dis tout le Mali, les autorités font partie. Il faut que la sanction, il faut que maintenant les actes citoyens, la contribution citoyenne soit à tous les niveaux. Le train de vie de l'État, c'est des charges qu'on mesure au cas par cas. La nécessité, est-ce qu'il faut? C'est-à-dire, c'est un acte citoyen. Ce que j'ai dit à l'entame de mes propos, l'on n'a pas besoin de dire au bon citoyen qu'est-ce qu'il doit faire pour son peuple, pour son pays, pour sauver son pays. Ça, on n'a pas besoin de le dire. Mais la mesure, je continue, Dr Traoré, effectivement, il y a une batterie de taxes sur ces sociétés, mais ce sont les recettes que ces sociétés aussi gagnent. Effectivement,
l'effet de l'économiste, c'est que est-ce que ça ne va pas aussi ralentir ce secteur si prolifique, si productif? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je pense qu'ils doivent aussi contribuer à cette action citoyenne parce que c'est la situation du pays qui le demande. C'est la situation du pays qui le demande. Certains estiment d'ailleurs que les autorités ont passé par un forcing en prenant notamment cette ordonnance. Non, ce n'est pas un forcing, c'est les prérogatives de la puissance publique. L'État est mieux sachant concernant ce qui est mieux pour le pays et pour le peuple. Nous ne sommes pas dans les secrets de la gestion, mais on n'a pas besoin de dire à un Malien lambda qu'aujourd'hui ça ne va pas. Il a touché l'électricité. C'est le secteur qui faisait vivre la couche la plus faible de notre pays. Si on arrive à régulariser ça, c'est déjà un bon. Docteur Konaré, la gestion des fonds collectés relève de la présidence en lieu et place du Trésor public. Cette décision est-elle juste selon vous? Bon, pour parler de justesse, je ne sais pas, je suis mal placé pour pouvoir juger cela, mais quand même en matière de finances publiques, c'est peut-être la première fois que moi j'ai eu à voir ce genre de situation, c'est-à-dire un fonds qui n'est pas logé directement au Trésor public. Et là, ça amène plusieurs questions. Comment ces fonds-là vont être utilisés? Est-ce que les commissions qui vont être mises en place, est-ce que ces commissions sont légitimes à pouvoir gérer ces fonds-là et les fonds publics? Est-ce qu'en réalité également, quels sont les projets prioritaires qu'il faut mettre en place? Parce qu'avec le gouvernement tout entier, ça pouvait permettre de pouvoir dégager pratiquement des zones où le fonds il doit être alloué en priorité par rapport à d'autres. Mais est-ce que la gestion de ce fonds-là, ça interpelle le Malien lambda si c'est placé directement sous la présidence? Mais je doute très fort que cette décision soit prise au hasard. Il y a peut-être eu des experts qui ont eu à réfléchir là-dessus et qui ont trouvé que ça peut être mieux utilisé ainsi. Et ça va peut-être enlever les tracasseries. Mais est-ce qu'il ou les n'existe pas lourdeurs un déficit de communication entre les autorités et les consommateurs par rapport à la gestion de ces fonds qui seront collectés, pour qui l'État disait que ça va dans le domaine de l'énergie et autres biens services? Bon, là, pour l'instant, on n'a pas commencé d'abord à pouvoir les utiliser, mais c'est pour financer les infrastructures publiques, c'est ce qu'on a eu à dire. Donc, notamment les routes et tout, les infrastructures de transport, même de communication. Tout ceci, ça peut se faire, hein, mais ce que je suis sûr, il faudrait que la commission qui va être mise en place puisse rendre des comptes périodiquement aux Maliens pour que les Maliens adhèrent. Comme le docteur Kanté vient de le dire, c'est une situation que nous ne voulons pas et nous souhaitons tous que le pays puisse s'en sortir, même si la solution est ces taxes-là, si ces taxes-là peuvent nous permettre de nous sortir de cette situation, je pense qu'elles sont légitimes. Docteur Traoré, les citoyens peuvent-ils désormais demander des comptes à l'État? Ah oui, mais ça c'est sûr. Ce que l'on demande d'abord des citoyens, c'est leur engagement, leur adhésion, leur engagement pour cette cause-là, et qui est la nôtre. Vraiment, si on comprend cela, il y a beaucoup de communication à faire dans ce sens-là. Si on comprend cela, alors la gestion, la transparence, ça c'est une exigence aussi. Ça a été dit au cours même des rencontres. Et nous sommes convaincus qu'on va tout faire pour vraiment mériter l'engagement des populations. Parce qu'on nous a fait savoir qu'il y aura une commission qui sera mise en place, un compte spécial, une commission qui sera mise en place et qui sera aussi mise en place. Est-ce que cela ne sera pas encore une lourdeur administrative? Bon, pas du tout, puisque la gestion va être allégée quand même. C'est pour si vous voulez, des objectifs de redevabilité, de transparence. Ça, c'est tout à fait nécessaire pour la viabilité même et la fiabilité de cette mesure. Êtes-vous convaincu quant à la bonne gestion de ce fonds en quelques secondes?
Bon, en tant qu'universitaire, moi je sais que les deniers publics, l'endroit le mieux indiqué c'est le trésor, mais je vais abonder dans le même sens. Malheureusement. Ouais. Nous n'avons plus de temps. Merci beaucoup. Cette journée nous parlons de la journée des consommateurs entre droits et devoirs et nous étions avec Dr Oumar Traoré, vice-président du regroupement pour la défense des consommateurs du Mali, Redocoma, Dr Seydou Kanté, spécialiste en droit, Dr Abdoulaye Integui Konaré, économiste à l'Université de sciences sociales et de gestion de Bamako. Ce débat vous a été présenté par Imirana Kilomega. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.